Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces numéros RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et de développement durable en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo possède une riche et immense biodiversité disséminée différemment dans ses 9 parcs nationaux et autres aires protégées constitués des domaines et des réserves naturelles dont la gestion est confiée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, au sein duquel a été créé le corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentés, corps PPN, dont la mission est d'assurer la sécurisation de toutes ces aires protégées qui représentent à ce jour 13% du territoire national. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires de ces numéros RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. C'est à travers une cérémonie officielle réunissant tous les notables de la contrée qui s'est clôturée le mardi 25 avril 2023, la session de formation des formateurs organisée par le corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées corps PPN, Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, avec l'appui financier des WCS Gabon, qui a eu le mérite de renforcer les capacités des 24 éco-gardes en faisant des agents complets et décomplexés au service de la conservation de la nature, dont la mission de transmettre à leur tour les connaissances. Reportage. La République démocratique du Congo possède une riche et immense biodiversité, disséminée dans ses 9 parcs nationaux et réserves naturelles apparentées constitués des domaines et réserves naturelles dont la gestion est confiée à l'Institut congolais pour la conservation de la nature, au sein duquel a été créé le corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées corps PPN, et dont la mission est d'assurer la sécurisation de toutes ces aires protégées qui représentent à ce jour 13% du territoire national. Les domaines de chasse des Biliwéré, des CBU, une aire protégée située à cheval entre les territoires des Ango et des Bondo dans la province du Bas-Ouélé, la plus grande aire protégée du pays en raison de sa superficie évaluée à 60 000 km², se caractérisant par un paysage à la fois forestier et savanicole qui regorge une variété d'espèces animales protégées au nombre duquel l'éléphant. L'aire protégée se trouve dans un écotombe, une zone de transition entre la forêt et la savane. Et donc, c'est très riche. Très riche, nous trouvons les espèces savanicoles comme aussi des espèces de forêt. C'est cette particularité-là. Les défis, nous avons d'abord l'orpaillage vers l'ouest. Toute une grande partie est occupée par les orpailleurs. Nous avons ces phénomènes Mbororo. Et ils viennent perdre leur bétail à l'intérieur et ils habitent le parc. Il y a un peu au nord là, c'est inondé de réfugiés centrafricains qui fuient les affrontements au niveau de chez eux, mais aussi le parc connaît la présence quasi permanente de groupes armés, de bandes armées. J'ai cité la Elera, une rébellion de l'Ouganda. Il y a les Seleka, il y a les Ouda, et ils sont tous à l'intérieur. Et à ceci, nous avons le braconnage et surtout la pêche illicite, l'empoisonnement des rivières. Voilà en quelque sorte vraiment les défis auxquels nous devons faire face et nous devons relever.
Classés dans la catégorie 6 de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, les DCBU est une aire protégée habitée par une population estimée à près de 5000 ménages d'après les statistiques livrées par les médecins de l'hôpital général des références d'Ebili. Ces derniers vivent essentiellement des activités champêtres, de la chasse, de la pêche et de l'exploitation minière artisanale. Une population majoritairement jeune qui fait face à une pauvreté extrême et plusieurs autres difficultés telles que l'impraticabilité des voies d'accès. Cependant, au regard des défis sécuritaires auxquels est confrontée cette aire protégée, et cela malgré les difficultés liées à son accessibilité, le Corps pour la protection des parcs nationaux et réserves naturelles apparentées avait choisi les DCBU comme l'un des sites pilotes pour l'organisation d'une session de formation des formateurs sur les référentiels métiers, compétences et curriculum des formations des décogardes de la RDC afin d'assurer, premièrement, l'uniformité de la formation à tous les écogardes du pays et ensuite leur doter des capacités professionnelles et des compétences requises conformément aux besoins de la zone Afrique centrale d'avoir des unités spécialisées d'éco-sécurité. Cette session de formation des formateurs qui s'est tenue avec les soutiens financiers de Wildlife Conservation Society Gabon et la facilitation de Wildlife Conservation Society RDC s'est voulu être le creuset d'une mise en place d'un noyau formel pouvant permettre d'étendre la formation de base de l'écogarde après son recrutement pour des formations spécialisées via la formation continue. Assurée par une équipe technique composée de 5 formateurs, parmi lesquels le commandant adjoint du Corps PPN chargé de l'administration, des finances et logistique Benoît Kisuki Maté, de l'assistant du commandant Corps PPN, le chef des travaux Jean Petit Mufungizi, du responsable du département des formations du Corps PPN, le colonel Jean-Pierre Anguilla, du conseiller juridique du Corps PPN, le major magistrat Emmanuel Ngoy et de la communicologue et chargée des communications du Corps PPN, Ferran Toumba, étaient complétés par les directeurs et chefs des sites du DCBU, Bernard Yomi, et du chargé du biomonitoring du DCBU, l'officier des gardes Pichou Mwana. Du 5 au 25 avril, les paramilitaires futurs formateurs de ces sites ont été outillés sur différents modules, à savoir la formation technique paramilitaire, le droit de l'homme, la loi numéro 14, les techniques de communication, d'animation et les technologies de l'information et communication, la gestion participative et l'éco-développement et bien d'autres. 10 modules au total ont fait l'objet de cette formation intense des 21 jours. Pour les modules prévus, en ce qui concerne la formation de base, il y a 10 modules. Pour la formation avancée des chefs d'équipe, il y a 12 modules. De ces deux groupes, formation de base et formation des chefs d'équipe, nous avions ajouté la méthodologie d'instruction et d'entraînement. C'est un outil qui va faciliter aux futurs, aux potentiels formateurs pour bien exécuter leurs tâches des futurs formateurs. Pour le prochain site, nous devons davantage capitaliser ce que nous venons de faire ici pour qu'ils se retrouvent et qu'ils soient à mesure dans les capacités d'exercer ces métiers de formateurs. Entre apprentissage et renforcement des capacités, ces différents modules étaient dispensés avec une approche à la fois andragogique et participative et étaient ponctués par des exercices pratiques se conformant au travail quotidien des écogardes en mettant en exergue l'appropriation des matières par les apprenants. La formation que nous venons d'effectuer, c'était vraiment très intéressante parce qu'on nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris les différentes lois sur la conservation de la nature. On nous a montré aussi les techniques de communication qui vont beaucoup nous aider à notre exercice de formateur. Dans ces 21 jours passés, entre les bonnes mains des instructeurs venus de Kinshasa, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris la méthodologie de l'instructeur, ce qui permettra à nous, comme futurs formateurs,
de bien préparer nos leçons pour dispenser. Nous avons appris également les techniques de communication parce que la communication à ce jour a sa place dans la conservation. Nous avons appris aussi le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui défend les valeurs. Un leader ne travaille pas seulement pour lui, mais il travaille pour la communauté. Moi-même, comme je suis ici, je ne savais pas comment un leader peut se comporter, je ne savais pas comment on fait les communications, la gestion, donc des choses là, je viens d'acquérir ça. En tout cas, je suis contente de cela vraiment et j'apprécie encore notre hiérarchie de nous amener encore une autre information pour bien acquérir notre capacité. Comme nous avons aussi des secteurs à côté, le secteur de Digba, je sais qu'avec l'organisation des chefs de site et nos partenaires AWF, nous aurons toujours le temps de restituer avec nos collègues et de commencer à vivre, à changer aussi nos comportements avec les collègues pour leur passer aussi le message que nous venons de recevoir pendant notre formation des formateurs. Ces exercices pratiques étaient également l'occasion pour les formateurs de les évaluer. J'ai senti que les apprenants, avec esprit d'abnégation, vraiment se sont révélés compétents et m'ont rassuré de bien maîtriser les matières que j'ai eu à enseigner à leur profit. Mon conseil s'est résumé d'abord dans les textes des lois que j'ai mis à leur disposition, en lesquels textes le rappellent au respect des droits de l'homme et en dehors des textes des lois, les matières que nous avons mis à leur disposition, ces matières-là vont profiter aux éco-gardes d'être professionnels et de tenir compte des aspects juridiques dans leur travail de tous les jours. C'est à travers une cérémonie officielle réunissant tous les notables de la contrée, tels que les chefs et représentants des chefferies, les chefs religieux, les représentants de la société civile et les représentants des forces armées de la RDC, ainsi que de la police nationale, qui s'était clôturée le mardi 25 avril cette session des formations des formateurs. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers d'être l'aire protégée type au modèle où on va former les formateurs. C'est donc une façon de renforcer les connaissances qui venaient d'acquérir il n'y a pas longtemps et les mettre en pratique. Nous, le souhait aussi, c'est que cette série de formations puisse continuer dans l'avenir. C'est au fait une mise à jour de nos agents. Cette première expérience a eu le mérite de renforcer les capacités des 24 éco-gardes du DCBI en faisant d'eux des agents complets et décomplexés au service de la conservation de la nature avec pour mission de transmettre à leur tour les connaissances. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2023 sera axé sur les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne « Combattre la pollution plastique ». Les journées mondiales ont pour but de sensibiliser le public sur une thématique particulière. Le 5 juin est la Journée mondiale de l'environnement, l'occasion de rappeler qu'il est possible de mettre en place des actions environnementales tout au long de l'année. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. La moitié est conçue pour être utilisée une seule fois et moins de 10% total sont recyclés. Rappelons que cette journée vise à encourager la sensibilisation et les actions mondiales en faveur de la protection de l'environnement créée par l'Organisation des Nations Unies en 1974. Elle est aujourd'hui célébrée dans plus de 100 pays. Les représentants des communautés riveraines de la réserve de Mangaï, les membres du GTG, de l'UCCN, de la JICA, de l'UCN, les structures de base mises en place par le projet lors de la phase 1, les ONG nationales et les différents représentants des ministères sectoriels au niveau national et de la province du Koulou se sont réunis autour d'un atelier de clôture d'apprentissage du projet de stabilisation des utilisations des terres du paysage de Mangaï. Il était question de réfléchir ensemble sur les défis liés aux émissions de gaz à effet de serre,
particulièrement les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts à l'intérieur et autour des aires protégées. C'était vendredi 28 avril 2023 au CEPAS dans la commune d'Ela Gombe. Reportage. Le projet Plus 2 est une deuxième phase du projet de stabilisation de l'utilisation des terres dans 5 paysages ciblés en Tanzanie, en Ouganda, au Ghana et en RDC, avec l'intégration de l'approche paysagère One Health entendée Une Santé. Dans la phase 1, la mise en œuvre de ces projets en RDC s'est déroulée avec les parties prenantes au niveau national à Kinshasa et au niveau local dans le paysage de la réserve de Mangaï, dans la province du Kwilu. Ces projets se déroulent dans le contexte de la problématique de la pandémie de Covid-19 sur les communautés locales et des défis liés aux émissions de gaz à effet de serre, particulièrement les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans et autour des aires protégées. Aujourd'hui, tel que nous l'avons planifié, des activités que nous avons planifiées, nous ont permis déjà, comme je l'ai dit, de mettre en place tous les différents acteurs, c'est-à-dire de renforcer le dialogue entre les différents secteurs d'activité en ce qui concerne Mangaï. Première chose, de connecter la base, n'est-ce pas, aux politiques nationales. Et troisième chose, d'identifier, n'est-ce pas, les différents mécanismes innovants pour pouvoir mobiliser les ressources et d'aller sur le terrain pour exécuter ces différentes activités. Dans sa phase 2, le projet a pris en compte les aspects humains, animaux et environnementaux avec comme but faciliter l'intégration des activités du projet dans les structures institutionnelles et les processus politiques existants au niveau local et national afin de soutenir la durabilité à long terme des interventions du projet et obtenir des avantages en matière de conservation, de santé humaine et de développement en utilisant l'approche One Health, Une Santé. La population est en train de vivre dans les domaines des réserves. C'est pourquoi on a fait l'effort de chercher comment on peut contraindre la coutume de pouvoir accepter cette innovation. On a senti qu'il y a eu détérioration de la forêt et que les gens ne pouvaient plus vivre comme dans des années antérieures. On essaie un peu de voir comment les choses peuvent marcher avec cette innovation. Pour ce programme, afin que nous puissions être ensemble pour éradiquer les épidémies, que ce soit pêche et élevage, que ce soit l'environnement, que ce soit la santé. Parce qu'on était chacun de son côté. Santé de son côté, environnement de son côté, selon nos cadres organiques. Mais aujourd'hui, l'approche en neuf demande d'être ensemble. Nous devons travailler ensemble. Mais on a choisi, chez vous, à Mangaï, comme une activité. Pourquoi? Parce que c'est réservé à l'ICSN. L'objectif général est d'améliorer la gestion de la biodiversité sur les terres agricoles et la mise en œuvre de mesures REDD+, dans les paysages des aires protégées avec l'intégration de cette approche One Health. Nous, Océan, nous sommes un accompagnateur. Mais un des premiers défis qu'on a relevé, c'était d'organiser les communautés dans un groupe de travail sur la gouvernance. Ce groupe de travail, nous avons pu prendre l'administration du territoire comme membre du groupe de travail. Nous avons pris le chef de site, le conservateur chef de site, comme membre de travail. Mais on a donné à une personne de la communauté comme président. Donc la leçon apprise est que c'est les communautés elles-mêmes qui gouvernent le site. Donc en fait, quand il y a un problème, c'est les communautés, l'ICSN et la territoriale sont ensemble. Mais quand vous regardez dans d'autres sites, vous entendez toujours que non, l'ICSN et telle communauté sont en guerre. Mais avec notre groupe de travail, les questions sont débattues au départ dans le groupe de travail. Donc ils ont la facilité. Imagine que les intérêts des forestiers et des cultivateurs, des fois sont des intérêts
qui ne sont pas les mêmes. Mais quand vous êtes dans un groupe où il y a les artisanaux, les cultivateurs, les chasseurs, ils sont dans une même plateforme où ils peuvent discuter facilement des enjeux, des questions de l'heure. Donc, en fait, vous éteignez le feu dès le départ. Et même l'autorité arrive dans le groupe du travail, ce n'est pas l'autorité qui préside. Donc, en fait, c'est un mécanisme, pour nous, c'est un mécanisme innovant pour un développement harmonieux et équitable. Diffuser les différents produits des connaissances à toutes les parties prenantes, consolider tous les résultats obtenus et les leçons apprises du projet dans le matériel de communication pour influencer les paysages et les cadres nationaux et la prise de décision, conditionner des produits des connaissances du projet sont autant d'objectifs spécifiques du projet Plus 2. L'intégration de l'approche One Health entend donner une valeur ajoutée à ces projets dans la stabilisation de l'utilisation des terres dans la réserve d'hippopotame de Mangaï. Mesdames et messieurs, place à présent aux événements à venir avant de boucler ces magazines. 20 juin 2023, réunion de l'ECOSOC sur la transition de l'aide de développement 2023. 17 juillet, segment de haut niveau de l'ECOSOC. Du 20 au 24 août, Semaine mondiale de l'eau. 11 octobre 2023, 5e conférence européenne biomasse. 20 novembre 2023, 10e session de l'organe directeur du traité international sur les ressources psychogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Mesdames et messieurs, c'est par cette rubrique événements à venir que nous bouclons cette émission RDC Environnement, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous, c'est pris pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre environnement.